faire une décision si on va travailler avec nos communautés ou le démolir. Stress, bouleversant. Ce n'est pas une personne avec laquelle on peut avoir confiance en. S'il n'est plus à l'aise d'être député, il devrait démissionner. M. Carney essaie de construire un gouvernement majoritaire avec les tactiques antidémocratiques. Les conservateurs ne vont pas pouvoir supporter ce budget. Ça vaut mieux pour le Canada d'avoir une majorité pour ce budget. Résumé d'une semaine pleine de rebondissements à Ottawa, ponctuée par le dépôt du premier budget Carney, mais aussi, surtout, diraient certains, par le passage d'un député conservateur chez les libéraux et l'annonce de départ d'un autre député conservateur. Dans quel état cela laisse-t-il le leadership de Pierre Poilievre? Alex Chantal Michel, bonjour. Bonjour. Ça n'a pas été une semaine facile, Chantal, pour M. Poilievre, hein? Sa pire semaine, et je pense qu'on disait ça il y a 2 semaines, là, après ses déclarations sur la GRC, Justin Trudeau, criminalité. Et ça commence un peu là pour beaucoup de députés conservateurs qui, après 6 mois à voir M. Poilievre aller, quand ils ont vu cet événement-là, se sont dit il n'est pas capable de changer. Il n'a pas compris c'était quoi le problème qui fait qu'il est 20 points derrière Mark Carney dans la plupart des sondages, dans l'appréciation de qui est le meilleur premier ministre. Et là, les gens ont commencé à regarder des options. Une de ces options-là, traverser chez les libéraux. Et plusieurs ont eu des conversations avec le premier ministre ou avec des hauts placés du gouvernement. M. Poilievre, qui se réveille donc la semaine du budget, qui perd un député aux libéraux, qui essaie d'empêcher un autre de partir et qui, dans le milieu de tout ça, a son rôle de chef de l'opposition officielle à jouer parce que c'est la semaine du budget et qui en oublie, dans le chaos de ce qui se passe dans son bureau, qui en oublie de présenter la motion d'usage de l'opposition officielle pour défaire le budget. C'est dur d'imaginer une plus grande désorganisation et un plus grand chaos. Et le problème de M. Poilievre, c'est que là, la paranoïa s'installe. Il n'a aucune idée vraiment de ce qui, dans son fort intérieur, se dit « Finalement, j'attends juste le bon moment, on retourne dans les circonscriptions et je vais abandonner ce parti-là, soit pour siéger comme indépendant, soit pour aller de l'autre côté, siéger avec les libéraux. » Mais son problème, selon moi, c'est qu'à terme, un chef de l'opposition officielle n'a pas assez de carottes pour tenir un caucus en rang en faisant des menaces et par la peur, parce que la peur a des sérieuses limites à un moment donné. Oui, on a l'impression effectivement que le régime de peur, ça a des limites. Là. Ça ne fonctionne pas aussi facilement que ça a fonctionné dans le passé quand on parle avec des gens du Parti conservateur. Michel, des députés qui traversent la Chambre, c'est pas la première fois. Il y en a eu dans le passé. Tous les partis en ont subi les conséquences ou bénéficié. À quel point le passage de M. D'Entremont vers les libéraux, c'est important d'après vous? C'est important pour 2 raisons. D'abord parce que M. D'Entremont vient des Maritimes, un endroit où on serait plus, disons, progressiste conservateur à la Mulroney que conservateur à la Poilievre. Et ça veut dire donc qu'il y a une aile du parti qui a peut-être un problème avec M. Poilievre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que quand on n'est pas capable de retenir ses députés et qu'on a un vote de confiance qui s'en vient, c'est pas un bon signe de façon générale. Ça vient après ce que Chantal a dit, tout ce qu'il a dit sur la GRC et M. Trudeau. Il ne s'aide pas actuellement, M. Poilievre, et la conjoncture ne l'aide pas, alors ce ne sera pas un beau vote de confiance non plus. Oui. Alec, on parlait avec Gérard Deltel un peu plus tôt dans l'émission, qui lui disait « Ah, je ne peux pas vous garantir, mais j'ai l'impression qu'on est correct. J'ai l'impression que c'est terminé. » Est-ce qu'on peut vraiment affirmer quelque chose comme ça, surtout à l'aube d'une pause parlementaire? Là? Tout le monde retourne en circonscription cette semaine, va avoir le temps de réfléchir. Ça vous dit quoi, vous? Bien, je souhaite à Gérard Deltel d'avoir raison, mais il s'est déjà trompé au moins une fois. C'est-à-dire que jeudi midi, à Québec, pendant que Pierre Poilievre faisait son discours, donc post-budget devant la Chambre de commerce, il avait été interrogé en marge de cet événement-là, puis il disait à nos collègues journalistes, il n'y en aura pas d'autres, c'est terminé, il n'y en aura pas d'autres, on est un caucus uni. Puis le soir même, Matt Gennaro démissionnait et décidait de quitter le caucus conservateur. Donc, visiblement, il en restait d'autres. Et ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y en avait pas 2, il y en avait 3, 4, 5 en réflexion. Donc, est-ce qu'il y en aura d'autres? Pour l'instant, plus personne au Parti conservateur peut vraiment le dire. Et c'est ça aussi qui fait que c'est compliqué pour Pierre Poilievre. Est-ce qu'il y en aura d'autres?
Vous savez, on entend beaucoup d'histoires de tordage de bras autour de Matt Generou pour qu'il ne passe pas chez les libéraux en disant, vous avez vu ce qui s'est passé avec Alain Reyes, entre autres, au Québec. Hein, on y avait fait la vie dure après qu'il ait décidé de quitter parce que lui avait appuyé Jean Charest, puis on avait inondé sa circonscription, puis c'est plus dur sur la famille dans ce temps-là. Alors, peut-être qu'il s'en allait chez les libéraux, a décidé de retenir son geste, a décidé de quitter, de ne pas aller chez les libéraux, mais le mal, il est le même. C'est-à-dire que autant Chris d'Entremont que Matt Generou ont décidé que ça se passait la semaine du budget, la semaine où les conservateurs espèrent donc mettre de la pression sur le gouvernement, où les libéraux, normalement, devraient avoir peur de tomber, de perdre un vote de confiance, puis au contraire, la bisbille, elle est chez les conservateurs. Vous savez, Matt Generou, là, il a dit « Je démissionne, mais je vais seulement quitter mon siège peut-être quelque part au printemps ». Il n'y avait donc aucune obligation d'annoncer ça la semaine du budget. Le lendemain que son collègue quitte le caucus conservateur, il aurait pu annoncer ça au printemps, au moment où il allait laisser son siège. L'annonce, le fait qu'il le fasse cette semaine, a une importance parce que le vote de confiance de Pierre Poilievre s'en vient, parce que c'était une semaine importante pour lui. Donc, il faut tout mettre ça dans le contexte. Là. C'est à ce moment-ci que ça fait mal. Et les 2 départs consécutifs, certainement, amplifient ce qui va pas très bien au Parti conservateur. Oui, je pense que vous avez raison. J'ai vu Chantal réagir. Oui, ce que ça veut dire pour le gouvernement, bien d'abord, évidemment, mathématiquement, chaque transfuge ou même chaque député démissionnaire de l'opposition, ça avance mathématiquement les pions du gouvernement vers une majorité. Mais surtout, l'idée que les conservateurs sont en état d'aller en campagne électorale avec un chef dont on dit littéralement du mal dans les chroniques, dans les nouvelles depuis déjà presque un mois, c'est absolument irréaliste, ce qui veut dire, j'ai l'impression que pour la dynamique du budget, même les néo-démocrates vont se dire « Arrêtons de nous torturer et votons contre le budget parce que M. Poilievre a un gros problème et il y a beaucoup plus à perdre s'il y a une campagne électorale à cause de lui que n'importe lequel d'entre nous. » Alors, la dynamique fait que M. Poilievre est dans une position de faiblesse vis-à-vis son caucus, vis-à-vis le reste de l'opposition et du gouvernement. Puis en plus, quand on est membre du Parti conservateur, on ne peut pas ignorer le fait que dans le moment, il tire le parti vers le bas et que chaque sondage le confirme. Oui, c'est vrai, parce que les sondages nationaux placent les conservateurs et les libéraux à peu près au nez à nez, mais la cote de popularité de M. Poilievre, elle est définitivement plus basse que celle de M. Carney. On parlait de recrutement et je posais la question à Alec, mais Michel, est-ce que c'est plausible, d'après vous, que d'autres conservateurs, dans les prochains jours, continuent de contempler la possibilité de traverser le parquet de la Chambre des communes? C'est possible, mais moi, je note une chose. J'ai rarement, mais en fait, jamais vu un parti au pouvoir de façon aussi ouverte et aussi évidente pour tout le monde être en train de demander aux députés conservateurs de venir de son côté. D'habitude, ça se fait un peu James Bond, cette affaire-là. Le matin, la personne se lève et dit « Ah, non, je vais aller siéger de l'autre côté de la Chambre. » Je me souviens de Belinda Stronach qui avait fait ça, mais je veux dire, c'était pas annoncé de cette façon-là. Puis, oui, venir rencontrer le premier ministre, la porte est ouverte, plusieurs l'ont fait. Ça, c'est relativement nouveau. Le gouvernement libéral là-dessus est extrêmement transparent. Nous autres, on veut avoir une majorité, puis on écoute tout le monde. Oui. Et effectivement, ça a été... Monsieur d'Entremont, c'est un petit peu plus discret, même si la rumeur circulait, mais c'est arrivé quand même le jour du budget de façon un peu surprise. Après ça, oui, Chantal? Oui, sauf que lundi, et l'information a commencé à circuler un peu partout que 3-4 députés conservateurs avaient rencontré Mark Carney. Et cette information-là, je pense pas que ces députés-là l'ont laissé fuiter. J'aurais tendance, sans preuve, à imputer cette fuite-là aux libéraux. Parce que ça a commencé comme ça. Les gens sont allés voir M. d'Entremont. Pourquoi? Parce que ça circulait sur la colline qui avait eu ces conversations-là. Il y avait juste 2 personnes dans la pièce dans chaque cas. Mark Carney ou son équipe et un député conservateur. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on s'est dit, profitons-en. M. Carney est rentré au Canada en fin de semaine, donc ces rencontres-là sont très récentes. Mm-hmm. Et elles ont eu lieu, et je pense qu'on a toujours eu l'intention de laisser l'information couler que ce genre de pourparlers avait lieu. En tout cas, ça va être intéressant de voir comment tout ça va se décliner, parce que là, il y a une semaine de pause. Il n'y a rien comme des députés qui repartent dans leur circonscription, loin du centre, loin du chef. Il y en a qui se demandent ce que ça pourrait susciter comme réflexion. On en reparlera peut-être la semaine prochaine. Ça éclipse un peu ce budget dont on avait parlé la semaine dernière.
quand même un gros morceau. Ça faisait longtemps qu'on attendait un budget du gouvernement. Alec, Monsieur Champagne, à qui on parlait un peu plus tôt dans l'émission, a réaffirmé ce budget générationnel. C'est le qualificatif qu'il utilise. Est-ce que c'est le qualificatif que vous utiliseriez, vous? Non. Non. Un budget générationnel, c'est un budget marquant des 20, 25 dernières années. On se souvient encore de celui de Paul Martin en 1995-96 parce qu'il était la marche vers le retour à l'équilibre budgétaire dans un Canada extrêmement coincé au plan des finances publiques. On en parle encore. Ça, c'est un budget générationnel. Dans 20-25 ans, on ne parlera pas du budget de François-Philippe Champagne. Il est dans un contexte tout aussi important de redéfinition avec la relation avec les États-Unis, redéfinition dans le monde. Alors, sur le contexte, c'est vrai que c'est très particulier, mais il n'y a pas là-dedans de mesures tape à l'œil qui frappent l'imaginaire, qu'on se dit on va s'en rappeler encore dans 20-25 ans. Tu sais, on n'a pas coupé, par exemple, les impôts des entreprises de 50 %. On n'a pas dit on va mettre un fonds d'urgence de 50 milliards pour rapatrier des industries ici au Canada. Tu sais, ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises mesures. Il y a beaucoup de mesures très technocratiques là-dedans. C'est très Mark Carney comme budget. Là. Tu sais, le pouvoir déduire plus rapidement les investissements dans les usines et tout. Les entreprises aiment ça, mais personne ne va retenir ça. Donc, comme il n'y a pas de mesures fortes, on ne peut pas dire que les gens vont retenir ça dans plusieurs années. On s'est un peu habitué quand même à François-Philippe Champagne. Là. Tout est toujours historique, puis un record, puis sans précédent. Là. Il aime beaucoup, beaucoup ça, François-Philippe Champagne, mais je ne pense pas que ça va être un budget marquant. Il est important. Je ne pense pas que c'est un budget générationnel. Bon, j'ai vu Chantal sourire, Michel. Chantal d'abord, Michel ensuite. N'oubliez pas que François-Philippe Champagne, dans une vie précédente ministérielle, avait découvert les circulaires des supermarchés. C'est vrai. Et on est à peu près... c'est un budget de technocrate et ça devrait s'appeler le budget Carney et pas le budget Champagne. Et c'est inutile et à la limite, c'est contre-productif de continuer à prétendre que c'est un budget historique ou générationnel. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais budget. C'est un budget qui va faire ses preuves au fil du temps et c'est une bonne chose. C'est un recadrage de la politique budgétaire du Canada, certainement. Et d'autre part, on n'en a presque pas parlé à cause de tous les autres événements, mais ce déficit quand même significatif, là, il est signé Donald Trump. Mm-hmm. On n'est pas arrivé à un déficit 2 fois plus élevé que ce qu'on avait prévu avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, parce que tout à coup, Mark Carney aime ça, acheter des canons et des fusils, puis des avions. Tout ça, ça découle, et en grande partie d'ailleurs, des engagements qu'on prend sur la défense nationale. Donc, on est à ce genre de moment-là, qu'on a vu avant là, pour l'histoire, parce que M. Champagne n'était pas là. Oh oui. En 2009, au moment de la crise financière globale, Stephen Harper avait signé un budget comme ça, très déficitaire, avec un gros déficit, évidemment pendant la pandémie. Donc, s'il veut le situer dans l'histoire, là, il faut qu'il retourne à Stephen Harper en 2009 et à Jim Flaherty. C'est beaucoup plus ce genre de budget-là, dans ce genre de contexte-là, que le plus grand budget dans l'histoire du Canada pour 3 générations. On espère d'ailleurs qu'il n'est pas générationnel, considérant le fardeau de la dette. Ouais, bon point. Michel, je vais vous faire réagir là-dessus, mais je vais vous entendre aussi sur les réductions. On est allé chercher des économies, 60 milliards de dollars en économie en coupant dans la fonction publique. Est-ce qu'on a posé la question, M. Champagne, auriez-vous dû aller plus loin? Il est ambivalent là-dessus. Aurait-il pu aller plus loin, d'après vous? Il aurait pu, mais en même temps, on fait aussi beaucoup de dépenses. Je veux dire, ici, générationnel, sur un point, ce budget-là, c'est la défense. Chantal disait, c'est le budget de Donald Trump. Ça vient directement des exigences de M. Trump. Mais quand même, il va y avoir des investissements là. Alors, je ne suis pas sûr qu'il pouvait complètement payer ces investissements avec d'autres coupures, d'autant que l'économie canadienne va pas super bien. Puis quand on coupe beaucoup dans le budget fédéral, à un moment donné, ça a une répercussion sur l'ensemble de l'économie. On verra pour la suite. Je ne qualifierai pas cette conversation de générationnelle ou d'historique, mais elle était tout de même fascinante. Merci à vous trois. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.